La concurrence pure et parfaite vue par certains économistes. C'est le titre de mon histoire. La concurrence pure et parfaite, ou tout simplement la concurrence parfaite, correspond à la théorie de la formation du prix élaborée au XIXe siècle par les économistes néoclassiques. La concurrence pure et parfaite est censée permettre l'équilibre sur tous les marchés sous des conditions suffisantes très particulières. La concurrence pure et parfaite représente un des deux cas extrêmes de structure de marché étudiés par les économistes néoclassiques, le second étant le cas de monopole. Dans un article publié en 1954, Kenneth Arrow et Gérard Debreu démontrent l'existence de prix et qui égalisent les offres et les demandes des agents dans un cadre institutionnel particulier qui sert depuis de base à tous les modèles qui se réclament de la concurrence parfaite. Ce qui leur a valu de recevoir le prix en sciences économiques de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel. Ces conditions peuvent être résumées en disant qu'il existe un système complet de marché. Un prix unique est donc affiché pour chaque bien, présent et futur, et que tous les agents, ménages et entreprises se comportent en preneurs de prix. En dehors de la France, plus personne ne parle de concurrence pure et parfaite et ne fait donc la distinction entre ce qui serait pur et ce qui serait parfait dans la concurrence. Le thème est consacré maintenant partout, y compris en France, en dehors des manuels et des articles, pour le grand public, celui de concurrence parfaite. On entend par là le cadre dans lequel Kenneth Arrow et Gérard Debreu ont démontré dans un article publié en 1954 l'existence d'au moins un équilibre général. La principale condition de la concurrence parfaite est qu'il existe à tout moment des prix donnés ou affichés pour les biens présents et futurs dont les agents sont preneurs. Ce que certains justifient en disant que les agents sont petits en termes d'atomicité et nombreux, sans que cela résolve la question de savoir par qui les prix sont proposés. Arrow et Debreu sont conscients de ce problème. Ils supposent que les prix sont annoncés par un agent particulier qui le fait en cherchant à rendre minimum les écarts entre les offres et les demandes des ménages et des entreprises. De nos jours, on parle de commissaire-priseur à propos de cet agent et qui non seulement propose les prix, mais confronte les offres et les demandes qui lui sont transmises par les agents et cherche en tâtonnant les prix qui les égalisent. En ce qui concerne la production, Arrow et Debreu supposent que les entreprises en nombre fini et fixé à l'avance ont des rendements non croissants. Les coûts fixes étant exclus, elles décident dès le moment initial de leur production présente et future et donc de la mise en place des capacités de production nécessaires correspondantes, c'est-à-dire toujours dans la perspective intertemporelle permise par l'existence d'un système complet de marché. Leurs profits sont distribués aux ménages qui en sont les actionnaires, les actions faisant partie de leur dotation initiale. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de rester avec nous. Dans Éco-Découverte, amis téléspectateurs, je vous invite à suivre ce reportage qui nous parle du marché des tubercules d'igname ici à Parakou. Suivez. Dans les brousses, les ignames sont chers et c'est 3, mais les tas aussi. Donc si nous-mêmes on amenait ici, les gros là quoi, nous-mêmes on met 3. Donc il y a qualité par qualité. Les gros là, il y a pour 2500, il y a 1000 francs, il y a 1200, 1300, etc. Des tubercules d'igname disponibles sur le marché depuis août dernier. À Parakou, l'igname est très prisée surtout quand elle est pilée.
Cependant, le prix du tas de tubercules varie en fonction de sa quantité et de sa qualité. Si on prend un tas de igname de 1500, tu vas trouver 3 tubercules dedans. Actuellement, sur le marché à Parakou, le commerce des tubercules d'igname tournerait au ralenti selon Wakila. Ces tas-là, il n'y a plus de marché même. Même depuis avant-hier, on vient, on ne vend pas. On fait rentrer les ignames, on nous donne ticket aussi. Depuis avant-hier, j'ai fait un tas là, on n'a pas même vendu. Même 5 francs, on n'a pas vendu. La commercialisation de l'igname soumet son auteur à certaines contraintes. C'est facile et c'est difficile. Parce que si on part dans les bouches, on achète ça, on met sur les zèmes, c'est cher encore. On vient ici, on ne trouve pas même l'argent. Donc, pour ne pas rester à la maison, c'est pourquoi on fait le service là, quoi. Le coût de l'igname pilé servi dans les restaurants est diversement apprécié par les consommateurs. L'igname pilé, actuellement, ce n'est pas cher. C'est quand l'igname va être difficile à trouver que c'est cher. Mais actuellement, ce n'est pas cher. Quand une nouvelle l'igname n'est pas sortie, c'est cher. Des fois même, il y a des autres qui ne vendent pas 300. C'est à partir de 500 le plat. Bon, d'ici 2 mois, le plat serait cher. Actuellement, c'est moins cher. Mais d'ici 2 mois, il y a l'endroit là où on ne vend pas 300. Avant, on bandait pour des gens, on est bien. Mais aujourd'hui, même avec 300 là, vraiment, ça ne va pas. Hier, j'ai mangé pour 300, c'est suffisant. C'est comme si je n'ai rien mis au ventre. J'ai augmenté encore pour 300 avant que ça va mieux. Aujourd'hui, je suis arrivé encore. Ce n'est pas la même personne qui a servi. Je crois qu'il y aura des changements. Maintenant, on m'a servi encore, même chose. Vraiment, là où je suis, c'est l'eau. J'ai pris beaucoup de l'eau. J'ai pris beaucoup de l'eau avant que mon ventre, ça va mieux. Je mange là, donc si tu ne peux pas prendre beaucoup de l'eau, donc tu peux pas rachailler. À la tenancière de restaurant d'expliquer la situation. Le tas d'igname qu'on achetait l'an dernier à 1500 est à 3500 voire 4000 francs cette année. Bref, l'igname est cher. Cependant, les clients viennent demander igname pilé de 200 francs, voire 500 francs même, il y en a qui en demandent. Tout dépend du pouvoir d'achat de chacun. Mais peu à peu, nous faisons nos recettes. Nous remercions Dieu et les clients qui nous font confiance, même eux. Faut-il le rappeler, dans l'environnement de Parakou, la production d'igname a été cette année infructueuse en raison des déclinaisons climatiques. C'est dit donc que l'igname pilé dans les plats coûterait un peu plus cher les tout prochains jours. Écosciences, amis téléspectateurs, dans Écosciences, nous parlons concurrence pure et parfaite avec le docteur Draman Abdoulaye. Il est maître assistant en économie et enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Parakou. Regardez. Disons qu'on peut définir un marché de concurrence pure et parfaite comme un marché sur lequel nous avons plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs du bien. Et donc, lorsque vous avez plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs, on parle de concurrence. Mais lorsque les économistes ajoutent concurrence pure et parfaite, cela va sans dire qu'il faut que les conditions soient réunies. Et généralement, on retient 4 grandes conditions qui doivent être réunies pour qu'on puisse parler de marché de concurrence pure et parfaite. La première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait l'atomicité du marché. L'atomicité du marché veut dire que nous avons un très grand nombre d'offreurs face à un très grand nombre de demandeurs, de telle sorte que chaque acteur du marché est comme une goutte d'eau dans la mer. Et donc, de ce point de vue, les entreprises sont considérées comme ce qu'on appelle dans notre jargon des price takers.
c'est-à-dire des entreprises preneurs de prix. C'est-à-dire elles s'adaptent au prix du marché. Elles ne peuvent influencer le prix d'équilibre du bien sur le marché. Deuxième condition à remplir, c'est l'homogénéité des produits. Alors, si un marché de concurrence pure et parfaite, les produits qui sont offerts doivent être homogènes, c'est-à-dire les produits doivent avoir la même qualité, la même résistance, la même durabilité, doivent être faits de la même matière. On parle dans ce cas d'homogénéité des produits. Deuxième condition, il faut qu'il y ait libre entrée, libre sortie et parfaite mobilité des facteurs de production. Cela veut dire que sur ce marché-là, il n'y a aucune entrave pour entrer sur le marché, aucune entrave pour en ressortir. Et les facteurs de production tels que le travail et le capital peuvent circuler librement, aller d'un point A à un point B. En ce moment, on parle de parfaite mobilité des facteurs de production. Et dernière condition que le marché doit respecter, c'est qu'il faut qu'il y ait la transparence du marché. On parle également d'information parfaite. Cela veut dire que sur ce marché, l'information est parfaite, elle circule, elle est disponible et pour l'obtenir, cela ne nécessite aucun coût d'obtention de l'information. Donc, en ce moment, on parlera de concurrence pure et parfaite. Lorsque ces quatre conditions sont réunies, nous parlons de marché de concurrence pure et parfaite. Les économistes montrent que sur ce marché, les entreprises, comme elles sont price takers, elles vont fixer le prix, n'est-ce pas, au niveau de leur coût marginal. Et généralement, c'est au niveau du minimum de leur coût moyen, de telle sorte qu'elles vont se retrouver avec un niveau de profit pratiquement égal à zéro. Et c'est pour cela qu'on dit qu'en concurrence pure et parfaite, les entreprises sont marginales. Quatrième point, quel est l'effet d'un marché de concurrence pure et parfaite sur l'économie? Alors, pour analyser l'effet, nous allons l'observer à deux niveaux. Au niveau des producteurs et au niveau des consommateurs. Au niveau des producteurs, disons que le marché de concurrence pure et parfaite, c'est un marché qui permet ou bien qui amène les producteurs à avoir un niveau de profit vraiment au niveau minimal. Les profits se réduisent au niveau minimal parce qu'elles fixent le prix au minimum de leur coût moyen. Alors, par contre, concernant les consommateurs, c'est la situation la plus enviée des consommateurs. Parce que dans un marché de concurrence pure et parfaite, les consommateurs voient leur surplus s'augmenter, le surplus des consommateurs augmente et même peut être à un niveau maximal. Parce qu'ils achètent le bien à un prix très réduit et donc leur pouvoir d'achat devient élevé et donc leur bien-être, n'est-ce pas, s'améliore. Donc un marché de concurrence pure et parfaite améliore le bien-être des consommateurs. Également sur ce marché, il n'y a pas de perte sèche, comme on l'a vu précédemment dans le cas du monopole. Ici, il n'y a pas de perte sèche. Donc c'est une situation enviable pour les consommateurs. Nous restons toujours dans Éco-Sciences pour suivre Jules Sosa. Lui, il est consultant en marketing. Il nous parle des agents commerciaux et leur rôle dans les échanges sur le marché. Suivez. L'agent commercial, c'est celui-là qui agit pour le compte d'une entreprise qui réalise, qui vend pour une entreprise, que ce soit commerciale ou industrielle. Et ce n'est pas qui veut qu'on prend comme un agent commercial. Dans l'entreprise, pour que l'agent commercial soit efficace dans la chaîne de la force de vente, il faut que, au niveau du recrutement, il y a plusieurs points. Il y a d'abord le recrutement. Le recrutement doit être tamisé. On doit voir qui a le profil. Et selon les profils, on procède au recrutement. Après le recrutement, il y a la question de formation. Donc, lorsque l'agent commercial est recruté, il doit être formé. On doit pouvoir le former, lui apprendre les caractéristiques, par exemple, si c'est des produits
alimentaires qu'il doit vendre ou bien c'est des cosmétiques, on doit lui apprendre les caractéristiques de ces produits-là pour que une fois qu'il se présente devant le client ou devant un prospect, qu'il parvienne à pouvoir l'éclairer pour son choix. Donc, l'agent commercial, après le recrutement, doit être formé pour pouvoir présenter le produit au client, au consommateur. Après cette étape, il y a maintenant la question de rémunération. On doit pouvoir permettre à l'agent qui travaille d'avoir un salaire avec des commissions qui puissent lui permettre de pouvoir travailler de façon efficace. Et donc, la question de rémunération est très importante dans une entreprise. Et lorsque l'agent commercial n'est pas bien rémunéré, il n'arrive pas à faire du bon travail sur le terrain. Et c'est ça qui fait que les entreprises connaissent des difficultés. Donc, la question de rémunération est très capitale et fondamentale. Et les chefs d'entreprise doivent tenir compte de ces paramètres. Il y a l'endurance, il y a la patience, il y a le dynamisme, il y a un certain nombre de qualités que l'agent commercial doit avoir pour faire correctement son travail. Sinon, s'il n'est pas patient, puisqu'on dit que le client est roi. Le client est roi et le client est libre de pouvoir poser des questions, chercher à comprendre l'efficacité de ce pourquoi il veut mettre son argent, et ainsi de suite. Donc, l'agent commercial doit être patient, maîtriser son produit. Il doit être à la fois les yeux et les oreilles de l'entreprise. Il doit accepter les critiques par rapport au produit. Si le client a déjà fait un essai et il constate par exemple qu'il y a des problèmes autour du produit et il formule des critiques, il doit pouvoir enregistrer ces critiques pour l'amélioration du produit ou du service. Parce que quand on parle du marketing, ça prend en compte les services et les produits. On doit évaluer également l'agent commercial au bout d'un temps donné. On doit pouvoir évaluer son travail et voir s'il progresse ou bien s'il régresse. Quand on envoie l'agent commercial, on doit pouvoir mettre un réseau de suivi pour contrôler, pour vérifier comment la vente, comment le travail se fait sur le terrain. Mais si l'entrepreneur crée son entreprise et va s'asseoir et ne s'assure pas du suivi, l'entreprise va pouvoir connaître des difficultés, la performance ne sera pas au top, donc et les rendements ne pourront pas être à la hauteur de ce qui est espéré. Donc du coup, l'entrepreneur, le chef d'entreprise qui engage un agent commercial doit s'assurer du suivi, du contrôle de son agent commercial, puisque l'agent commercial constitue la vitrine de l'entreprise, c'est le miroir de l'entreprise, puisque c'est lui qui est en contact avec les clients. Il prospecte et une fois que les clients passent à l'achat, ces prospects-là passent à l'achat, ils deviennent des clients et il faut pouvoir les fidéliser. Donc c'est tous ces atouts que l'agent commercial doit pouvoir mettre en jeu pour faire prospérer l'entreprise. Ecobus, à présent, le développement du cycle se confirme dans cette période de publication trimestrielle de la part des entreprises cotées. C'est le cas à Wall Street, porté par les bons chiffres des géants d'Internet comme par des compagnies de l'économie traditionnelle. En Europe aussi, les investisseurs saluent les bonnes publications dans cette conjoncture favorable. La chasse aux bonnes affaires n'est pas aisée. Un réflexe peut être de s'intéresser à l'inverse aux sous-performeurs de la côte. Dans le secteur des biens de consommation, on peut pointer la chute de 36% de BIC depuis le début de l'année.
l'action BIC semblait avoir de beaux atouts. Marque mondiale, exposition dans des pays au fort pouvoir d'achat, Amérique du Nord 47%, Europe 26%, activité recentrée sur 3 lignes de produits, papeterie, briquet, rasoir, statut de valeur moyenne, profil de décote. Eh bien, l'exploitation est venue prendre à revers les scénarios boursiers. Il y a un an, les analystes financiers prévoyaient un bénéfice 2017 de 290 millions d'euros et annonçaient 300 millions pour 2018. On a un an de retard et les 300 millions ne sont maintenant espérés qu'en 2019, ont expliqué ces analystes. En cause, tout simplement, le chiffre d'affaires. Le groupe a annoncé une baisse de 5% au 3e trimestre. La communication laissait espérer une progression de 2 à 3% en termes comparables, alors que le réalisé chute de 0,9%, toujours en données corrigées. La tendance n'est pas bonne puisque ce 3e trimestre montre une nette dégradation de l'activité et fait précisément passer en négatif à moins 0,1% l'évolution en termes comparables. C'est l'activité historique de papeterie qui résiste le mieux en affichant une progression comparable de 2,6%. Les rasoirs, moins 5,1%, souffrent particulièrement aux États-Unis du fait de leur manque d'adaptation à l'évolution concurrentielle, mais encaissent aussi des réductions de stock au Brésil et une pression sur les prix dans l'ensemble de l'Amérique latine. Pour ce qui concerne les briquets, moins 1,7%, le constat est plus divergent avec une progression en Europe, une stabilité en Amérique du Nord et une baisse en Amérique du Sud. La rentabilité se dégrade donc avec cette croissance plus réduite que prévu. La marge d'exploitation revient en un an de 20% à 18% et le résultat d'exploitation baisse de plus de 14%. La position de valeur décotée reste un argument après la nouvelle étape de baisse. Si la capitalisation boursière représente 2,2 fois les fonds propres comptables, elle est couverte par la trésorerie à hauteur de 5% et BIC peut revendiquer une génération de trésorerie libre annuelle normée durablement autour des mêmes 5%. Cependant, c'est le modèle même de BIC et la stratégie privilégiant la sécurité qui en est la cause. Le décalage avec la demande ne va pas se combler par les seuls effets de la reprise économique, même dans les zones que le management qualifie volontiers de croissance. La maxime boursière, on n'attrape pas un couteau qui tombe, est celle que bourseacademy.com conseille de suivre vis-à-vis de l'action du groupe. Le statut boursier est largement remis en cause et malgré des ratios de valorisation qui ne sont pas excessifs, 15 fois les bénéfices 2019 estimés, on peut attendre les premiers signes d'une restauration de la tendance du titre avant de s'y intéresser. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette édition de E comme Écho. Merci de l'avoir reçu chez vous et à très vite.